Alors le nerf ulnaire est un nerf issu du faisceau médial du plexus brachial. Il chemine ensuite au creux axillaire, c'est le plus médial des trois nerfs, en dedans de l'artère axillaire. Il descend ensuite le long du sillon bicipital, c'est-à-dire qu'il est dans la loge brachiale antérieure. À une hauteur variable, il traverse le septum intermusculaire médial et se positionne en arrière dans la loge brachiale postérieure. Environ 8 cm au-dessus de l'épicondyle médial, il traverse de façon inconstante une arcade fibreuse qui est l'arcade de Struters, où éventuellement il peut subir un stress. Le nerf ulnaire chemine au coude en situation postéromédiale dans un tunnel ostéofibreux, le tunnel cubital, source potentielle de conflit. Il se présente ensuite au tiers proximal de l'avant-bras, entre les deux chefs du fléchisseur ulnaire du carpe. Il va donner deux branches motrices, l'une pour le fléchisseur ulnaire du carpe, l'autre pour le fléchisseur profond des doigts. Il descend ensuite entre fléchisseur ulnaire du carpe et fléchisseur profond des doigts. Il va ensuite donner plus distalement deux branches sensitives, une branche dorsale sensitive qui va innerver la partie dorsale du bord ulnaire de la main et une branche palmaire cutanée sensitive plus distale. On le retrouve ensuite dans la loge de Guyon, au versant médial du poignet, où il se divise ensuite en deux branches, une branche motrice qui va innerver la plupart des muscles de la main et une branche sensitive palmaire qui va innerver le 5e doigt et la face médiale du 4e doigt. Le nerf ulnaire s'étend du faisceau médial du plexus brachial jusqu'au poignet. Pour l'étudier convenablement, le patient est assis face à l'opérateur, le bras en abduction, le coude sur un plan dur et l'avant-bras en rotation latérale, pour avoir un abord satisfaisant du versant médial du bras. Le plus simple pour repérer le nerf ulnaire dans sa portion proximale est de l'aborder de façon médiale à hauteur du tiers moyen du bras, où on l'observe en situation superficielle. Et ensuite, grâce à la technique de l'ascenseur, on remonte jusqu'au creux axillaire, où on le trouvera en situation médiale par rapport aux autres troncs principaux du bras. À hauteur du tiers supérieur du bras, le nerf ulnaire est en situation antérieure dans le sillon bicipital. À une hauteur variable suivant les individus, il traverse le septum intermusculaire médial, que vous voyez ici. Donc là, il se situe en position postérieure et devient donc rétroseptal. Environ 8 cm au-dessus de l'épicondyle médial, il existe une arcade fibreuse inconstante qu'on appelle l'arcade de Struters, qui n'a rien à voir avec le ligament de Struters. Par la technique de l'ascenseur, on peut parfois observer un épaississement hyperéchogène autour du nerf ulnaire, que vous voyez bien ici, et qui peut de temps en temps, ou qui pourrait expliquer certains échecs de neurolyse du nerf ulnaire au coude. Pour étudier convenablement le nerf ulnaire au coude, comme il est en situation postéromédiale, il convient de se positionner différemment. Donc la paume de la main ou la main sur le plan dur et l'analyse postéromédiale axiale du coude. À hauteur du coude, le nerf ulnaire chemine en situation postéromédiale dans un tunnel ostéofibreux recouvert d'un rétinaculum, le tunnel cubital, qui est un site de souffrance fréquent du nerf ulnaire au coude, qui est le deuxième syndrome canalaire au membre supérieur après le syndrome du canal carpien. On voit bien ici le nerf ulnaire contre l'épicondyle médial et on doit effectuer une manœuvre de flexion pour rechercher une éventuelle instabilité du nerf qui pourrait passer en dedans de l'épicondyle médial et éventuellement également le chef médial du triceps brachial, ce qu'on appelle le snapping triceps. Le nerf ulnaire chemine ensuite à l'avant-bras, entre les deux chefs du fléchisseur ulnaire du carpe et au contact du fléchisseur profond des doigts. Il donne à cet étage quelques branches motrices qui sont parfois analysables, comme ici une petite branche motrice pour le fléchisseur ulnaire du carpe. À hauteur de l'avant-bras, le nerf ulnaire donne deux branches sensitives principales, et notamment une branche sensitive cutanée dorsale, que vous voyez ici émerger, se diriger en situation postérieure et sous-cutanée. À hauteur du poignet, le nerf ulnaire se dirige dans un tunnel ostéofibreux, le tunnel du Guyon,
Il chemine au voisinage des vaisseaux ulnaires. La division terminale du nerf ulnaire se fait ici, avec la branche sensitive et la branche motrice qui part en profondeur et qui contourne l'amulus de l'amatome, qu'on perd assez rapidement. À hauteur de l'amulus de l'amatome, la branche sensitive donne deux rameaux terminaux, le nerf digital, le quatrième nerf digital, et le nerf médial que l'on peut suivre jusqu'en distalité du cinquième doigt. La traversée du septum intermusculaire médial est un site classique mais rare de souffrance du nerf ulnaire au bras. Ici, vous voyez un volumineux nerf ulnaire qui traverse laborieusement le septum intermusculaire médial et qui reste épaissi en aval. Vous voyez en remontant également cet aspect hypoécogène et épaissi. Le syndrome du tunnel cubital est le deuxième en fréquence au membre supérieur et vous voyez ici un nerf ulnaire très épaissi, arrondi en section, ayant perdu sa structure fasciculaire et qui reprend ensuite sa surface normale. La souffrance du nerf ulnaire dans la loge de Guyon doit faire rechercher un syndrome de masse. Vous voyez ici sur cette vue axiale une structure hyperécogène assez mal limitée au contact des vaisseaux et du nerf ulnaire. Sur la coupe sagittale, vous voyez bien cette structure hyperécogène oblongue qui soulève le nerf ulnaire et qui correspond à un lipome compressif.